Bonsoir, merci à vous mesdames, messieurs de nous retrouver donc au cœur de cette édition d'Appel sur le continent qui revêt, on va dire, des couleurs véritablement sur des questions sécuritaires et pour en parler, on vous l'a dit, c'est donc l'actualité liée au Togo avec ce mouvement de chaises musicales observé donc au sein de la classe dirigeante du côté de l'armée togolaise à la suite de ce remaniement ministériel pris en fin de semaine dernière par le président de ce pays-là. Il est avec nous pour en parler justement dans le cadre de cette édition, le président fondateur du mouvement du peuple pour la liberté, le professeur Adiak Mabo qui nous retrouve. Professeur, bonsoir. On rappelle que vous êtes d'ailleurs président fondateur du MPL depuis janvier 2022 au soir donc du deuxième congrès statutaire et électif au centre de cette formation politique de l'opposition au Togo. On y reviendra, le temps pour nous d'accueillir avec beaucoup de chaleur également Béanzin Ngouti qui nous retrouve. Béanzin, le fait d'entrer ou alors le sujet d'accueil, c'est donc cette actualité liée aux 46 mercenaires ivoiriens donc qui sont jugés à Bamako ce jour. Une information quand même assez importante quand on sait qu'une semaine bien avant, la délégation ivoirienne était en séjour du côté de Bamako et puis l'on avait l'impression que l'on avait visiblement fumé le calumet de la paix et que la voie de la négociation devrait finalement prôner. Alors que doit-on en savoir autour de ce fait d'actualité? Bien, bonsoir. Bonsoir. J'entends pas. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou de l'autre côté. C'était quoi votre question? J'ai pas du tout. Bien sûr, le fait d'actualité, je l'ai dit, le sujet d'accueil, avant peut-être que de nous intéresser au sujet qui nous intéresse, ce soit lié au Togo, c'est donc le fait de ces 46 mercenaires ivoiriens qui sont donc d'ailleurs jugés ce jour du côté de Bamako et l'on pourrait véritablement s'interroger sur l'urgence de cette action alors qu'on sait qu'une semaine avant, la délégation ivoirienne était donc présente du côté de Bamako et d'ailleurs beaucoup avaient noté une ambiance dite fraternelle de la part d'ailleurs du ministre ivoirien de la Défense qui avait assuré que l'affaire était donc en voie de résolution. Est-ce que, on va dire l'aspect judiciaire qui est désormais convoqué sur certainement l'issue à donner à ces 46 mercenaires ne viendrait pas hypothéquer la voie de la négociation qui était visiblement mise en place du côté de Bamako? Oui. Bien sûr, allez-y, nous vous écoutons, vous êtes en direct. Oui, donc je disais, écoutez, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a maintenant la date du jugement de ces cas qu'ils sont sur le territoire malien. Et que nous autres panafricanistes, nous réclamons et nous demandons aux depuis le début. Même si après, imaginons que le président Assimi Goïta décide de faire grâce à ces militaires, mais l'histoire retiendra qu'il y a eu un jugement sur le territoire malien. Et peu importe la sentence, peut-être qu'ils ont été graciés. Ça se trouve qu'à la fin du jugement, ils seront déclarés innocents, coupables. Donc, au moins, ça prouve qu'au Mali, contrairement peut-être au Côte d'Ivoire, où en ce moment des docteurs sont arrêtés parce qu'ils manifestent, ça prouve que au Mali, la justice fonctionne et que la justice est là pour juger. Tu es coupable, tu seras condamné. Coupable, tu seras libéré. Que nous, on a fait les frais au Mali, on n'a rien à nous reprocher, on a été libéré parce que la justice a estimé qu'on était innocent. Voilà. Eh bien, merci. Pardon à vous pour toutes ces précisions. On y reviendra forcément dans nos prochaines éditions quand on aura un peu plus les résolutions de la Cour d'appel de Bamako qui est en train de statuer, du moins ce qui statue aujourd'hui sur l'issue à donner donc sur ces 46 mercenaires ivoiriens arrêtés à Bamako depuis le 10 juillet dernier. Le temps pour nous, messieurs, de rentrer de plein pied
pied autour de notre sujet qui nous intéresse. Et donc, eh bien, pour des questions sécuritaires, dit-on, du côté donc du Togo, eh bien, le président Faure Gnassingbe a donc décidé, eh bien, de rattacher du moins au ministère de la Défense à celui de la présidence. Il y prend donc pleinement les pleins pouvoirs pour, dit-il, une situation urgente pour essayer de juguler véritablement les nombreuses attaques terroristes liées donc à son pays, surtout dans la partie du nord. Et bien, pour en parler justement, on vous l'a dit, il est avec nous en repérage, le professeur Adiak Mabo, président fondateur du MPL. Alors, nous revenons à votre niveau, professeur, pour apprécier à sa juste valeur la décision de rattacher, donc prise par le gouvernement togolais, de rattacher le ministère de la Défense à celui de la présidence. Fondamentalement, avant peut-être que de rentrer dans le fond pour savoir ce qui changera, comment est-ce que vous, en tant que formation politique de l'opposition au Togo, vous appréciez ce fait d'actualité? Oui, voilà. Et la question de la sécurité des Togolais concerne non seulement les gouvernants, mais tous les responsables politiques togolais. Et dès les premiers morts du terrorisme au Togo, et c'était dans la nuit du 10 au 11 mai, et mon parti politique, le MPL, a été le premier parti politique à prendre position, à tirer la sonnette d'alarme pour que la question de la sécurité des Togolais soit prise au sérieux. Et dans un communiqué, en date du 12 mai, le MPL avait tiré la sonnette d'alarme au gouvernement en ces termes: pour ne pas se contenter de combattre militairement les groupes armés djihadistes opérant sur le territoire togolais, mais pour aller couper leurs racines financières et logistiques, le mouvement du peuple pour la liberté suggère la création urgente par le gouvernement togolais d'une commission internationale d'enquête au nom de la souveraineté du peuple togolais, comprenant, outre des experts militaires et financiers togolais et africains fiables et compétents, les experts militaires et financiers chinois et russes fiables et compétents au nom de la diversification salutaire de la coopération du Togo avec le reste du monde, portant sur le financement et le soutien logistique des mouvements djihadistes dans le Sahel et au Togo. C'était au mois de mai. Et plus tard, après les attaques qui ont fait en total une trentaine de morts dans la nuit du 10 au 11 mai, eh bien, le MPL a renouvelé sa demande d'une commission d'enquête sur le soutien logistique et financier. C'est un problème évident. Prétendre répondre coup par coup à des attaques militaires, mais sans chercher en amont et à résoudre la question de la logistique, des informations dont bénéficient les terroristes, mais c'est se moquer du monde. En tout cas, c'est d'une incompétence insupportable. Et donc, nous avons, depuis donc, le 11 mai, tiré la sonnette d'alarme. Nous continuons à la tirer. Et cette question de la protection des Togolais, c'est une question sérieuse. Et nous demandons au gouvernement de faire preuve de sérieux, de s'attaquer sérieusement à ce problème de sécurité. J'espère que ce changement qu'il y a eu au niveau de l'état-major togolais, au niveau du ministère de la Défense, va donner un sursaut de conscience, de compétence. En tout cas, c'est un problème il y a d'abord un problème d'utilisation des ressources humaines de l'armée togolaise pour protéger les Togolais. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est 0,20 ce qu'a fait le gouvernement togolais pour la protection des citoyens togolais. Donc, espérons que ces changements seront le début d'un sursaut, mais sur le plan, je dirais, et sur le plan des ressources humaines pour faire fabriquer jusqu'à maintenant, le gouvernement togolais a 0 sur 20. Voilà.
Alors, nous restons avec vous pour faire remarquer quand même aussi avec nos téléspectateurs qu'entre 2007 et 2020, eh bien, c'était une décision qui avait été bien entendu prise par le gouvernement togolais, c'est-à-dire de rattacher le ministère de la Défense à celui de la présidence. Et à cette période, on fait quand même remarquer que la situation sécuritaire était un peu plus bonne, même si voilà, la menace terroriste dans le Sahel n'avait pas encore pris les proportions qui sont les siennes aujourd'hui. Alors, est-ce que ce retour entre guillemets à la normale pourrait être, vous l'avez si bien dit, un début de solution? Oui, et je laisse Cécile Béranger répondre, ou bien vous voulez que je réponde? Je reste avec vous, je vous en prie. Ah, d'accord. Et oui, bon, j'espère sincèrement pour le bien-être des Togolais que cette reprise en main officielle par le chef de l'État sera un début d'un traitement sérieux du problème sécuritaire du Togo. Mais moi, je constate que jusqu'à maintenant, le problème véritablement sécuritaire n'est pas pris au sérieux. Mais curieusement, ce manque de sérieux ne date pas seulement du temps du fils, même du temps du père. Voyez, il y a une zone à la capitale du Togo qui va du grand marché ou bien de la cathédrale de Lomé jusqu'au port, qui a toujours été une zone de non-droit où des terroristes faisaient des victimes depuis les années 80, 90. Et jamais la métropole n'a voulu résoudre ce problème de terrorisme au cœur de la capitale du Togo, même du temps du président actuel. Mais donc, je constate que depuis que le terrorisme a fait des victimes au Togo, mais le gouvernement togolais n'est pas à la hauteur de la lutte contre le terrorisme. Et donc, moi, j'espère que cette reprise en main par le chef de l'État ira jusqu'à, disons, des solutions vraiment à la hauteur des événements. Et il faut vraiment qu'il y ait, de la part du gouvernement depuis plus de 30 ans, parce que les problèmes de terrorisme au Togo, ça dure de plus de 30 ans, ben, il faut qu'un jour, ces problèmes soient correctement résolus par ceux qui assument la direction du pays. En tout cas, c'est un défi que le président de la République doit relever, un défi que son père n'a pas pu relever en matière de terrorisme, et j'espère que il va mobiliser toutes les ressources humaines, les ressources d'intelligence, et à l'exemple d'autres pays africains comme le Burkina, comme le Mali, pour résoudre ce problème de terrorisme. Oui. Donc, j'espère, je veux bien croire que cette reprise en main par le chef de l'État et du ministère de la Défense, c'est un bon signe. Mais nous attendrons sur le terrain des résultats, mais en lui rappelant que depuis les années 80, eh bien, le gouvernement togolais n'a pas été à la hauteur des problèmes de terrorisme qui ont sévi au Togo. Je peux remonter, donner d'autres exemples. Et il y a 5 ans, il y a eu un groupe terroriste qui a attaqué l'aéroport de Lomé. Il y a eu des victimes. On a annoncé une enquête, mais on n'a jamais eu de résultats. Et il y a eu beaucoup d'actes de terrorisme et depuis 30 ans qui n'ont pas été résolus. Donc, il est temps que le chef de l'État résolve correctement les problèmes de terrorisme qui se posent au Togo depuis plus de 30 ans. Professeur Béranger, je reviens donc rapidement à vous autour de ce fait d'actualité assez important, le terrorisme, j'y arrive, qui est en train de prendre quand même des proportions assez conséquentes au cœur de ce Sahel. Et on l'a fait remarquer tout à l'heure depuis 2005, l'arrivée aux affaires du président. 2 ans après, ce département ministériel a été rapidement rattaché à la présidence aujourd'hui. Et d'ailleurs, selon certaines informations que nous avons, eh bien, nous savons
puisque ce département ministériel a toujours été géré par les proches au Niassibé. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque le président décide effectivement de faire ce que lui l'appelle un remaniement à plus d'un niveau, cela traduirait Béanzin un véritable... Allez, en restons avec vous, professeur. Est-ce que cela traduirait donc clairement un aveu d'échec dans la politique, on va dire, du président Faure Sibé? Alors, oui, cher journaliste, je vais répondre à votre question, mais c'est bien que je puisse faire un récap très rapidement. Il faut savoir que ce remaniement où il y a eu le limogeage de la ministre de la Défense, disons les mots, qui n'est autre qu'une des femmes du président togolais, qui était, avant d'être la femme du président togolais, femme de son frère Ernest, qui est mort. Alors, il faut savoir que ça fait 3 semaines que nous avons décidé à la confrérie de mettre en lumière quelques zones d'ombre qui planent autour de ce régime, autour de ce gouvernement, dans la lutte contre le terrorisme. Donc, ça fait 3 semaines maintenant que je fais révélation sur révélation, et c'est cela qui a poussé un peu le régime dans la précipitation à loger le chef d'état-major et son adjoint et la ministre de la Défense, parce que on a découvert, on a vu, on a reçu de la part de sources que le chef d'état-major détournait énormément d'argent alloué dans la lutte contre le terrorisme, et qu'il y avait des problèmes, comment dire, logistiques, matériels et surtout financiers, qui ne se déroulaient pas bien au sein des bases pour les soldats qui sont déployés au nord du pays. Et on a révélé aussi que il y avait la France qui cherche aussi à déstabiliser le Togo, parce que les attaques en ce moment que les populations subissent au Togo, notamment au nord, sont des attaques préparées, orchestrées par l'État français dans le but de punir le régime, parce que l'État français estime que le régime joue double jeu dans le dossier malien, où le gouvernement togolais fait de la médiation, et aussi parce que il semblerait que l'État togolais a voulu se rapprocher ou acheter du matériel auprès de la Russie. D'ailleurs, en ce moment même, il y a des officiers qui forment quelques militaires togolais pour piloter les hélicoptères que l'armée togolaise a reçus, des Mi-35. Donc, toutes ces révélations que je ne cesse de faire depuis 3 semaines, met à mal le gouvernement. Donc, le remaniement mis en place, bon, je dirais que c'est pour prendre la main, mais n'oublions pas que le président du Togo, de cette république bananière, a toujours été le chef des armées. Donc, ça veut dire que c'est une juste façon d'endormir les populations, parce que nous sommes tous au courant que dans une république bananière où les droits humains, le droit des populations ne sont pas respectés, faire un remaniement ministériel ne va jamais stopper le terrorisme ou changer les choses. C'est de la poudre de perlimpinpin, parce que nous sommes en train de dénoncer plusieurs choses. Ensuite, concernant les problèmes de détournement, vous avez pu voir sur mes vidéos où je révélais que les militaires touchaient des primes de, par exemple, 2000 francs par jour, l'équivalent de même pas 2 € pour des missions où ils sont là quotidiennement à mettre leur vie en danger. Et surtout que la liste des militaires qui sont censés être déployés, par exemple, au nord, ce n'est pas la liste effective qui est envoyée au nord. Beaucoup de militaires ne sont pas envoyés, mais les hauts gradés de l'armée continuent de percevoir l'argent, le salaire de ces militaires. Au niveau de la nourriture, n'en parlons même pas. Les militaires n'ont même pas des fois les moyens de se déplacer pour les missions. Ils n'ont pas d'essence, ils n'ont pas assez de blindés. Les rares blindés utilisés par les hauts gradés de l'armée togolaise pour se protéger eux-mêmes, alors que ces blindés normalement sont destinés pour les soldats qui sont en mission. On prend les conditions de ces pauvres soldats, parce que la plupart de ces soldats qui meurent au nord, qu'on envoie comme qui servent de chair à canon, sont des recrues qui ont à peine 3 ans dans l'armée. Les plus expérimentés ne veulent pas aller au nord du Togo, parce qu'ils préfèrent aller faire des missions onusiennes au Mali, notamment dans les pays d'Afrique, parce que c'est mieux payé, étant donné qu'une année de mission onusienne, quand on est en soldat togolais, on peut rentrer au Togo jusqu'avec 5 millions de francs CFA, alors que là, on est payé seulement 2000 francs CFA par jour. En plus de ça, les conditions ne sont pas au rendez-vous.
Donc quand on prend tout ça, et ce terrorisme qui ne cesse de gangréner le nord du pays, on découvre aussi que le gouvernement empêche les médias, les journalistes de communiquer sur les vraies infos de ce qui se déroule au nord du pays. Moi, j'ai même eu des informations où le président lui-même, quand il y a eu les attaques à Pendjal au nord du pays, quand il est parti rendre visite aux militaires, n'a pas hésité à prendre son téléphone pour menacer un journaliste qui avait publié un article révélant la situation des militaires et sécuritaires au nord du pays. Donc quand on prend tout ça, il y a le gangstérisme politique, le néocolonialisme, la corruption au sein de l'armée togolaise. Tous ces facteurs favorisent la prolifération de ces attaques terroristes, de ce terrorisme en complicité avec les services secrets français, parce qu'il y a un rapport au sein de l'armée togolaise que moi j'ai eu le temps de consulter grâce à mes sources, où les militaires togolais eux-mêmes font état et disent que les terroristes les attaquent avec l'aide de leur propre partenaire, qui n'est que l'État français, l'armée française. Puisque quand il y a des terroristes qui sont arrêtés ou tués, on retrouve du matériel de fabrication française, du matériel très sophistiqué, alors qu'en face, les soldats togolais eux, sont dépourvus de matériel, dépassés, qui ne sont plus à la mode. Ils n'ont même pas de talkie-walkie pour communiquer entre eux. Ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils n'ont pas de casque anti-balles. Et les armes qu'ils ont, ce sont des armes qui ne peuvent même pas tenir pour faire un appui-feu pendant 2 heures non-stop. On rajoute à cela aussi que ces militaires togolais n'ont pas assez de balles, n'ont pas assez de munitions pour tirer. Et on découvre surtout qu'il y a des officiers français qui sont rattachés à l'état-major de l'armée togolaise, eux apparemment qui coordonnent la lutte contre le terrorisme au Togo, parce qu'il semblerait que cette lutte contre le terrorisme est financée par la CEDEAO, et qui dit la CEDEAO dit la France. Donc ces officiers français dans les états-majors de l'armée française, qu'est-ce qu'ils font? Les militaires nous disent que quand ils sont sur le terrain et qu'ils repèrent par exemple des groupes terroristes, et quand ils font une demande d'autorisation d'ouvrir le feu ou d'engager le combat, des fois ils ne reçoivent pas d'autorisation face à certains terroristes. Il y a un refus, voire on ne répond pas du tout pour donner l'autorisation à ces militaires togolais d'engager le combat. Donc c'est pour cela que des fois il y a des attaques, on voit que les militaires togolais tombent comme des mouches, et c'est la même situation, c'est le même scénario qui s'est déroulé au Mali quand il y avait l'armée française qui refusait à l'armée malienne d'attaquer certains groupes terroristes. Donc quand on prend tous ces facteurs, on comprend encore une fois que le terrorisme, disons qu'ils sont en train de vendre aux populations togolaises, n'est qu'un leurre. Ce sont eux-mêmes qui sont derrière. Et c'est pour cela que je dis, et j'insiste là-dessus, que le terrorisme qu'ils disent, en réalité, c'est un management de la terreur. Parce que si vous prenez le ministre de l'Intérieur français, le ministre des Affaires étrangères, et la plupart des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN connaissent et savent qui sont ces terroristes qui attaquent les pays d'Afrique de l'Ouest et notamment le Sahel, puisque ces personnes travaillent directement pour eux. Alors, si les militaires togolais eux-mêmes disent cela, dénoncent cela, en plus de la corruption, pourquoi jusqu'à maintenant les choses ne changent pas? Donc ça démontre que le président togolais, en réalité, n'est qu'une marionnette, n'est qu'un gardien de camp de concentration qui gère ce pays, qui est à la tête de ce pays, mais qui n'a pas le courage de prendre des décisions fortes, politiques et militaires pour sécuriser son pays. Et quand les Togolais vont se réveiller, malheureusement, il sera trop tard, parce que le pays sera occupé, comme notamment au Burkina Faso ou avant l'arrivée de Goïta au Mali. Voilà pourquoi nous autres, les panafricanistes, nous les leaders de la société civile, nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour dénoncer cela, parce que nous sommes au courant que malheureusement au Togo, ce qu'ils appellent les opposants ou les rares partis politiques qui existent au Togo, en réalité, ne sont que des partis satellites, où certains opposants sont des opposants satellites pour le régime et ne vont jamais prendre la parole pour dénoncer et éclairer la population. Alors c'est à notre devoir, le devoir d'Afrique Média, d'éclairer, de dire aux populations togolaises la réalité du terrain. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je ne veux pas non plus mettre le pays et la vie de cette terre en danger. Et c'est pour cela que nous avons décidé de lancer une manifestation en soutien aux FDS qui font correctement, je précise bien, correctement leur mission régalienne, qui
sont en train de lutter contre le terrorisme au Togo, pas les FDS ou les corps habillés qui ne respectent pas les droits humains. Parce qu'on est arrivé à un moment où on ne peut pas laisser les ennemis venus de l'extérieur attaquer le pays et dire que parce qu'il y a des problèmes internes ou des crises socio-politiques qu'on doit les laisser. Non, ça c'est entre les Togolais, mais l'ennemi venu de l'extérieur qui déstabilise les Togolais, parce que ce sont les Togolais, que ce soit au nord, au sud, à l'est, c'est des Togolais. Et moi, je ne vois qu'un peuple. Et tant que les populations togolaises comprennent que la lutte contre le terrorisme ne peut pas être seulement un problème réservé au gouvernement et aux militaires, mais que cela concerne aussi les populations. Et donc, le gouvernement se doit de dire la vérité, rien que la vérité aux populations togolaises, et surtout l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est réellement l'Assemblée nationale, mais ces parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale, qui bouffent l'argent des Togolais, qui s'engraissent, qui détournent l'argent des Togolais, il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités. Et si ils ne le font pas, alors ils seront tenus complices de ces attaques, de ce terrorisme qui gangrène en ce moment et qui ronge les territoires au Togo. Crise donc au sein de l'armée togolaise, ou alors il y a juste un véritable complot contre cette armée qui n'a pas jusqu'ici des capacités opérationnelles face à la montée du terrorisme préfabriqué par la France, bien sûr. Je pense vraiment que l'armée togolaise, il y a une partie de l'armée togolaise qui a les compétences, qui sont formées pour, mais ces militaires-là ne sont pas envoyés sur le terrain. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de l'armée togolaise, c'est une armée clanique, c'est une armée où le tribalisme, la xénophobie, la discrimination règnent à fond. Par exemple, vous trouvez des soldats, parce que tout simplement, ils sont du Sud, ça fait 20 ans qu'ils sont au sein de l'armée et ils ne sont que première classe. De l'autre côté, vous trouvez d'autres soldats, parce qu'ils viennent, par exemple, de l'ethnie du président, au bout de 2 ans, ils sont des gens capitaines ou généraux. Donc, quand on prend ces facteurs, ces problèmes qui règnent, et les lieutenants-colonels, les hauts gradés de l'armée, qui ne cessent, comment dire, de transformer une partie des militaires togolais en espèces d'esclaves, parce qu'il y a beaucoup de militaires togolais qui ne sont pas au front, qui ne sont pas dans les casernes, mais qu'on envoie, par exemple, qui travaillent dans les champs de coton, les champs de maïs, les champs de manioc pour les généraux de l'armée. Et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ils n'ont pas le droit de refuser. Donc, à un moment, quand on prend ces facteurs, ces militaires qui, par exemple, d'autres sont recrutés, mais ne sont pas dans l'armée, on constate rapidement qu'il y a l'armée, mais il y a la milice dans la milice au sein de l'armée. Beaucoup de militaires qui meurent en ce moment au nord du pays, je l'ai révélé, n'ont même pas de carte militaire. Et parce que l'armée togolaise n'a pas de statut. Vous le savez, je vous le dis, et je pense que le monsieur qui est là dans l'émission doit être au courant, l'armée togolaise n'a pas de statut. Et je découvre que quand les militaires togolais vont en mission pour l'ONU, ils sont obligés d'utiliser le statut de l'armée béninoise pour aller en mission. Parce qu'au Togo, l'armée n'a pas de statut. Ce qui fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de désertions, beaucoup de déserteurs, parce que les jeunes se rendent compte qu'ils n'ont pas les conditions, ils n'ont pas les moyens matériels pour aller lutter contre le terrorisme. Donc tous les jours, il y a une désertion au sein de l'armée, malgré qu'ils essayent de recruter, mais on voit qu'en ce moment, il y a un problème et le ton monte en ce moment entre les soldats et une partie des hauts gradés de l'armée. D'ailleurs, les officiers supérieurs n'ont pas hésité il y a 2 jours à supplier les soldats de leur dire de ne plus m'envoyer des informations, de ne plus rien me transmettre. Et il y a une partie des officiers togolais qui ont fait une délégation pour se plaindre parce que récemment, il y a un officier, un lieutenant, presque capitaine qui a été tué au front. La famille n'a reçu que 150 000 francs TFA pour l'enterrement. Et d'autres familles sont obligées de faire l'enterrement de leurs proches alors qu'ils n'ont même pas de corps, ils n'ont même pas le cadavre et ils ne reçoivent même pas les pensions de ces militaires qui meurent au terrain. Où va ces sommes? Encore une fois, ce sont des hauts gradés qui les détournent. Et le président de la République est au courant. Ils sont tous au courant, ils sont tous complices de ce qui se passe, de ce que subissent ces pauvres gamins, parce que ce sont des gamins qui ont à peine 18, 19, 20, voire maximum 25 ans qu'on envoie à l'abattoir. Et vous l'avez vu, le président de la République togolaise, qui est le chef des armées, n'a même pas publié une seule photo, ni un message
en faveur de ses propres militaires. Ces soldats qui meurent tués, ils ne reçoivent même pas d'honneur militaire quand ils meurent. C'est comme si on essaye de masquer l'existence de ces militaires qu'on déploie sur le terrain parce qu'en réalité, ces militaires n'ont pas de carte militaire et n'ont pas de statut. C'est comme s'ils n'existent pas dans l'armée, mais ils sont là seulement quand il faut les déployer sur le terrain. Donc c'est tout cela qu'il faut changer. Sinon, ils ne pourront pas gagner le terrorisme. Et j'ai dénoncé cela et j'ai parlé aussi sur le plan social. Et j'ai vu qu'en ce moment, ils sont en train d'envoyer des camions pour dire qu'ils font des actions pour les déplacés internes, les réfugiés internes, etc. Oui, c'est bien de le faire une fois, mais ce n'est pas seulement une fois. Il faut le faire tous les jours. Et tous les Togolais qui vivent au Togo connaissent très bien la paupérisation du nord du Togo. Vous savez, vous allez au nord du Togo, je vous dis, c'est comme si on vous projetait au Xe siècle sur la planète Mars. Hein? La vie s'est arrêtée là-bas. Donc, face à cela, c'est tout à fait normal que la France utilise ces régions pour faire proliférer le terrorisme. Et en ce moment, l'ambassade de France au Togo commence à mener des actions au centre du Togo à partir de Sokodé pour dire oui, pour maintenir la paix à travers le pays, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. L'objectif est d'empêcher le Togo d'avoir accès à ces ressources parce que le nord du pays qui est attaqué, il y a de l'or, il y a plein de ressources dont les Français ont besoin et selon nos enquêtes, il y a des trafics entre les groupes criminels terroristes qui sont déployés là-bas avec le Bénin, partie du Nigeria, des trafics de pétrole, de l'or, etc. Donc tout ça, si nous on est au courant, forcément l'armée togolaise est au courant, les autorités togolaises sont au courant, mais ne peuvent rien faire parce que ce sont les officiers français qui décident de comment la lutte, soi-disant, contre le terrorisme, qui est terroriste, qui on doit tuer, qui on ne dodoit pas tuer. Béanzin pour toutes ces précisions et on va accueillir le troisième invité de ce programme, le général Issa Diawara qui nous retrouve justement depuis le Mali et tout en vous accueillant donc dans ce programme. Alors votre pays, Issa Diawara, a plusieurs fois en tout cas dénoncé et accusé d'ailleurs la junte française de financer le terrorisme sur son sol, mais davantage au cœur du Sahel. Sommes-nous là devant donc un autre cas précis de financement ou alors de déclenchement du terrorisme par la junte française, principalement pour le cas togolais ce soir? Ok, bonsoir à vous, bonsoir à toute votre équipe. Nous saluons tout le Cameroun, surtout de nous avoir permis d'avoir cette chaîne que nous appelons bien sûr Afrique Média. Et nous saluons toute la galaxie panafricaine, nous saluons tous les peuples noirs, en tout cas où qu'ils se trouvent dans ce monde, qu'ils soient déportés au niveau de l'Amérique, qu'ils soient dans ce qu'on appelle les Antilles, qu'ils soient bien sûr ici en Afrique. Nous saluons tous les Noirs et bien sûr tous les Africains. Nous saluons évidemment tous les êtres vivants qui se battent pour la libération bien sûr de l'humanité tout entière. Ceci étant pour répondre à votre question. Vous savez, nous l'avons dit, nous n'allons peut-être cesser de le dire, qu'en réalité, il faut s'inspirer de la coloniale ici en Afrique. Qu'est-ce que le colon faisait? Le colon faisait croire que lui, non, il va se limiter à ce village ou bien, en tout cas, à ce canton ou bien à cette zone. Mais petit à petit, le colon a cessé d'avancer tel un cancer et a fini par prendre le contrôle de l'Afrique tout entière. Et nous avons connaissance de la conférence de Berlin en 1885, où l'Afrique a été répartie entre les mains de ces barbares, entre les mains de ces hommes cruels. Maintenant, la France applique la même stratégie. Et comment comprendre qu'un pays aussi petit comme la France ose à la fois de régner, autrefois, oui, sur le Mali, la Côte d'Ivoire, toujours en cours, et les Togo, le Bénin, jusqu'en Afrique centrale. Mais tout simplement parce que les Africains ne se retrouvent pas. Et c'est une stratégie. C'était une erreur de penser que quand ils ont commencé à bombarder la Libye, qu'ils allaient se limiter à la Libye. Autre erreur, quand ils sont attaqués au Mali, c'était une erreur de penser qu'ils vont se limiter au Mali. Non. S'ils ne vont pas se limiter au Burkina, pas au Niger. Puis ils sont chassés du Mali et du Niger, ils doivent déposer leurs valises ailleurs. Est-ce qu'on doit leur permettre d'avoir où déposer leurs valises? La réponse, évidemment, c'est non.
Mais comment au même moment d'autres pays africains accueillent ces barbares français contre qui il y a même une plainte pour soutien au terrorisme, toutes les preuves sont là. Cette France qui, en complicité avec l'ONU, il ne faut pas l'oublier, on parle des États-Unis, l'ONU est complice de la déstabilisation de l'Afrique. En complicité avec l'ONU, vous avez vu ce que la représente, la coordinatrice du système des Nations Unies a fait au Burkina, vous avez vu son attitude, comme elle coopère avec les groupes armés. Donc la France, l'ONU et tout l'Occident se sont mis ensemble, bien sûr, pour encore morceler l'Afrique davantage, pour encore, en tout cas, dépêcher l'Afrique davantage. Voilà, ça se passe au niveau du Togo, mais seulement ils ne vont pas se limiter qu'au Togo. Ils veulent aller encore plus loin. Nous devons arrêter la France pendant qu'il est temps. Soit nous devons agir ensemble, soit nous allons périr ensemble. Soit nous agissons ensemble, ou nous mourrons ensemble, nous crèvons ensemble. Il n'y a pas d'autre alternative. Il ne sert à rien de vouloir traiter les choses cas par cas. Les frontières ont été tracées, bien sûr, pour nous permettre d'être isolés et de laisser, bien sûr, aux colons les soins de pouvoir, en tout cas, s'occuper de nous, cas par cas, pour dire non, 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 et vous, et je ne sais pas, Burkinabé, vous n'avez pas à vous soucier de ce qui se passe du côté du Togo. Laissez le Togo et la France gérer cela. Est-ce que la France, en quoi la France peut être plus proche, plus parent du Togo, par exemple, plus que le Burkina, ou bien plus que le Mali, ou plus que le Bénin? En quoi? Mais pourquoi acceptons-nous que c'est la France qui soit partenaire partout et nous-mêmes, entre nous-mêmes, on ne s'entend même souvent pas? C'est quoi? Et j'ai tout le temps dit, je le répète, la vous, Général Issa Diawara, on vous reviendra tout à l'heure. Professeur, je me retourne donc vers vous. C'est une situation globale qui devrait en principe avoir une réponse globale telle qu'on a d'ailleurs suivi dans cette chute du Général Issa Diawara. Sauf qu'on a parfois l'impression que vous êtes leader d'information politique. Vous aspirez certainement à exercer la magistrature suprême dans votre pays. Mais quand la France est en colère, vous devez caresser la France. Vous devez l'amadouer. Quand ces jeunes-là, arrogants, Macron, qui a même raté un peu l'éducation, mais mon n'engage que moi, parce que qui ose en tout cas courir derrière, et sa grand-mère ou bien sa maman, vous savez, en Afrique, ça passe pas. Et moi, je suis africain, vrai africain de souche. Je ne suis pas en Europe, je ne connais rien de là-bas. Donc, le comportement de Macron est inadmissible pour tout Africain. Donc, ces jeunes-là, que les Français ont osé porter à la tête de leur pays, c'est lui qui vient donner des leçons aux enfants africains nés en Afrique, grandis en Afrique, qui sont censés être bien éduqués, qui sont censés incarner les valeurs de l'humanité à M. Emmanuel Macron. Ça, c'est un désespoir. Donc, tant que les présidents africains croiront, principalement ici le cas du Togo, tant que l'aîné Faure Gnassingbé va penser qu'il doit plus sa présidence à Macron et qu'au peuple togolais, là, il ne sera jamais à l'abri de mauvaises décisions. Parce qu'en ce moment, le Togo sera le territoire à partir duquel la France va continuer à déstabiliser d'autres pays. On vient de voir cela au niveau de l'Afrique, de la République centrafricaine. Il n'y a pas longtemps, d'où est parti, en tout cas, ce colis piégé. Et ensuite, regardez aujourd'hui le peuple togolais, notre peuple frère. Hein? Dans leur grande majorité, les gens sont obligés de s'immigrer, d'être ailleurs. C'est une déportation de masse. Pas parce que la France est comme ça, mais parce que le président aussi est en train de réprimer. Il est très cruel. Il pousse même les Togolais à l'immigrer. Un petit pays de la taille du Togo, ça sert à quoi de développer un pays comme ça? Est-ce qu'il est difficile de sécuriser un pays de la taille du Togo? N'oubliez pas que les renseignements togolais, Fabrice Doum, si vous faites une réunion dans une Alors, on espère que vous allez mieux vous positionner tout à l'heure, Général Issa Diawara, pour avoir bien, le contenu de toute votre réflexion bien, sur ce fait d'actualité. Alors, professeur, je me retourne donc rapidement vers vous. Bien, on a suivi les uns et les autres. Ils sont d'avis certainement qu'il y a un véritable complot international contre votre pays, le Togo, sauf que le gouvernement togolais n'ose pas en parler. Pourquoi est-ce qu'il ne le dénonce pas pour
permettre davantage permettre à ce qu'ils partent, on va dire, du meilleur pied possible pour pouvoir finalement faire face à ce terrorisme-là. Pour cela, la parole est à vous. Je ne sais pas si vous avez suivi la question. Oui. Ah, oui. Est-ce que vous voudrez que j'intervienne ou que monsieur Béanzin intervienne? La parole est à vous, professeur. La parole est à vous. Oui. Ah, excusez-moi, j'ai pas bien compris. D'accord, je reprends votre question. Oui, je reprends ma question pour vous, professeur Adjak Mabo. Je le disais il y a un instant, on a suivi les contributions des uns et des autres et ce qui se dégage est donc désormais que votre pays fait l'objet d'un véritable complot international qui viserait donc à déporter le terrorisme sur le sol togolais via le nord du pays. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'en parle pas et ne le dénonce pas et ne le présente pas clairement tel quel? Oui, voilà. Et donc, je disais que dès les premiers morts, mon parti a été le premier à tirer la sonnette d'alarme. Bon, le 4 août dernier, le président de la République a chargé le Premier ministre de réunir certains partis politiques pour se pencher sur la question du terrorisme au Togo. Et les invitations ont été faites, on ne sait n'importe comment. Des partis politiques qui sont jamais exprimés sur la question ont été invités, alors que le seul parti qui s'est exprimé n'a pas été invité. Donc, cette réunion du 4 août avec le Premier ministre, ça a été juste une mise en scène, puisque les problèmes de terrorisme n'ont pas été sérieusement posés. Et si mon parti avait été invité à cette réunion du 4 août, eh bien, l'interpellation que mon parti avait faite dès le 12 mai, qui a renouvelé le 16 juillet, eh bien, cette interpellation aurait été reprise et nous aurions demandé des comptes au gouvernement qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'attaquer sérieusement aux terroristes, pas seulement en voulant répondre coup par coup, mais en amont. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour couper les vivres aux terroristes, pour savoir comment ils sont informés, vous voyez? Et nous aurions vraiment interpellé vivement le gouvernement sur des actions efficaces à mener contre le terrorisme. Et après cette réunion du 4 août, eh bien, notre parti a interpellé le ministre chargé des relations avec les partis politiques pour lui demander des comptes sur cette non-invitation à cette réunion pour que les vrais problèmes de la lutte contre le terrorisme soient posés à cette réunion. Bon, nous espérons qu'avec cette reprise en main par le chef de l'État, eh bien, les propositions que nous avions faites, que nous allons d'ailleurs renouveler ces jours-ci, et seront écoutés et mis en œuvre par le chef de l'État. Mais au-delà au-delà des enquêtes sur la logistique et des terroristes, mais il est urgent que le gouvernement mobilise les moyens qu'il faut pour vraiment arrêter les terroristes. Un cas frappant, c'est que les massacres qu'il y a eu au Togo entrent dans la nuit du 9 au 10 juillet. Pendant que 50 personnes étaient égorgées, eh bien, tout le gouvernement togolais, avec toute l'élite de l'administration togolaise, faisait la fête de Vala, et protégé par 7000 forces de sécurité. Alors qu'il n'y avait presque personne au nord pour protéger. Alors que depuis le mois de mai, cette zone du nord avait été décrétée zone d'urgence militaire. Donc c'est pour dire que jusqu'à maintenant, le gouvernement prétend avoir décrété une zone d'urgence, mais n'a pas envoyé, n'a pas mis les moyens militaires pour protéger la zone, alors que le gouvernement a mis les moyens de 7000 hommes pour protéger les gens qui ont fait la fête des Bala. Voilà. Donc, il faut que le gouvernement
en attendant les résultats des enquêtes, eh bien, et mettre les moyens humains pour protéger les pauvres citoyens togolais qui sont victimes, qui sont égorgés. Voilà ce que nous disons. Et je crois que nous allons faire le nécessaire pour nous faire mieux entendre en tant que responsables politiques togolais sur cette gestion calamiteuse de la lutte contre le terrorisme au Togo. Professeur, vous êtes vous êtes revenu d'ailleurs tout à l'heure pour vous insurger du fait que vous n'ayez pas été appelé pour apporter votre contribution au gouvernement togolais sur des véritables méthodes à mettre en place pour pouvoir sortir finalement ou alors juguler, régler cette question sécuritaire. Est-ce que vous avez toutefois quand même transmis, tenté à transmettre auprès de qui de droit les propositions du MPL, puisqu'il s'agit là d'une question d'intérêt national? Je peux vous assurer que la toute première proposition sur la commission d'enquête à mettre en place pour couper les vivres aux terroristes a été transmise personnellement au chef de l'État avant même sa publication officielle. Et quand les propositions ont été rééditées, mais comme le second communiqué en date du 16 juillet, c'était une reprise de la première proposition, et la seconde proposition, le second communiqué n'a pas été envoyé directement à qui de droit. Mais avant même que le premier communiqué du parti ne soit publié, eh bien, le chef de l'État a eu la primeur de la demande d'enquête sur le financement et la logistique du terrorisme qui subit au Togo. Et plus tard, les révélations par notre frère Benzin ont confirmé et les soupçons que nous avons sur le financement et le soutien logistique dont bénéficient et ces terroristes. Et malheureusement, ce n'est pas nouveau au Togo. Ça avait déjà commencé au Mali et ça a continué au Burkina. Donc, le gouvernement togolais n'a aucune raison de ne pas attaquer à la question du financement et de la logistique des terroristes. Ce serait vraiment hypocrite et je dirais un bon sens de ne pas s'attaquer et à cette question préalable de soutien logistique et financier des terroristes. Oui. À vous. Alors, Béanzin, je me retourne rapidement vers vous pour essayer d'apprécier tout à l'heure. Vous êtes revenu un temps soit peu autour de ce remaniement. Est-ce que finalement ou alors le problème c'est est-ce que c'est finalement un problème de compétence ou alors d'incompétence de la part de Marguerite Niakhaté qui aurait conduit visiblement à ce que la situation sécuritaire soit de plus en plus tendue au nord du Togo, vu que pour le chef de l'État il a procédé à un véritable remaniement et ces derniers a même d'ailleurs été remercié au poste de ministre de la Défense du Togo. Oui, alors tout d'abord, vous savez, moi je dirais que c'est les deux. Il y a un problème de compétence, un problème d'incompétence. Parce que au sein de l'armée togolaise, il y a quand même des militaires qui sont formés. Mais je pense qu'il manque surtout de moyens. Et de moyens et matériels. Puisque peut-être que le régime, le président qui est ce gardien de camp de concentration qui est le Togo, a peut-être peur qu'en mettant des vrais moyens à disposition de ses forces de défense et de sécurité, ils pourront peut-être le retourner contre lui. Donc ils ont préféré miser là-dessus pour ne pas vraiment équiper l'armée togolaise. Je vais même vous révéler une chose. Vous savez que la garde présidentielle togolaise est formée par une structure israélienne. Ce sont des Israéliens qui ont formé et qui forment la garde présidentielle. Et selon une source m'informe que même l'Israël dit au président togolais, mais il faut équiper votre pays de moyens nécessaires pour défendre votre... Essayez de quitter l'hégémonie de la France, mais apparemment, le togolais n'arrive pas, il a peur. Il a tellement peur, alors que même les Israéliens lui demandent de le faire, mais il ne veut pas le faire. Et récemment, quand il y a eu le président Erdogan qui est parti faire une petite visite
en Afrique, et là où la rencontre s'est faite entre le président togolais et le président Erdogan, pour qu'il puisse avoir l'acquisition des drones turcs. Vous savez que le président togolais, la diplomatie turque, a été obligé de rassurer pendant des semaines et des semaines le président togolais comme un enfant, en lui disant qu'il n'y aura pas de problème avec la France, pour que le président togolais ne se daigne à accepter de rencontrer le président turc, tellement qu'il avait peur, comme un enfant, il est tétanisé, vous imaginez, juste d'aller avoir d'autres coopérations avec d'autres pays. Donc si on prend tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, et la situation aussi de la corruption, la gabegie, le détournement au sein de l'armée togolaise, parce que ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, ce qui se passe au sein de l'armée togolaise. Mais beaucoup ne peuvent pas le dire parce que au Togo, on empêche les journalistes de parler, on empêche les médias de parler. Et pour ce qui concerne les partis politiques qui existent au Togo, vous savez, moi je ne connais pas le monsieur qui est sur le plateau, je ne peux pas parler à sa place, mais le reste des partis qui existent au Togo, je suis désolé, ils sont tous complices. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien pour les Togolais. Ce sont eux-mêmes qui sont responsables de la souffrance du peuple togolais. Parce que ces partis politiques ont vendu la lutte du peuple togolais, ont trahi le peuple togolais, vendent la souffrance du peuple togolais pour avoir des privilèges. Parce que chacun prêche pour sa paroisse politique et on laisse le peuple togolais dans la souffrance. Parce qu'à chaque fois, les Togolais ont fini par, se lasser de cette politique, et du coup au Togo, les gens ne s'intéressent pas à la géopolitique, aux retombées de la géopolitique mondiale. Ils sont dans une guerre de clivage politique national parce que telle personne est de tel parti, et donc ils ne savent pas réellement ce qui se passe autour d'eux. La preuve que on fait des dénonciations, on voit qu'il y a des attaques qui frappent le pays. Ces partis politiques, les opposants qui sont au Togo, ne demandent pas une ouverture d'enquête pour savoir la situation, les conditions des forces de défense et de sécurité. Qui finance? Comment ces terroristes arrivent à s'équiper? Non, ça ne les intéresse pas, puisque ce sont des partis satellites, des opposants satellites pour le régime. Alors, tout cela crée l'incompétence, et donc la médiocrité est devenue gage d'excellence dans le pays, et ceux qui disent la vérité, on ne les écoute pas. Parce qu'au Togo, pour moi, il n'y a pas d'intellectuels. C'est bien beau de venir dire qu'on a fait l'ENA, Saint-Cyr, etc. Mais ce ne sont pas des intellectuels. Ce sont des intellectuels qui participent à la destruction du pays pour soutenir un régime. Et donc, à cela, je dis au peuple, togolais, que les populations togolaises sont dans l'obligation de demander des comptes à la dynastie tyrannique qui dilapide les fonds publics du Togo au lieu de les utiliser pour les utiliser. Le professeur a demandé qu'il faut des fonds. Ben, je tiens à le rappeler qu'il y a quelques semaines, le président togolais a débloqué 256 milliards de francs CFA, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Cette somme, elle est allée où? Où va cette somme? Où sont les 256 milliards de francs CFA débloqués pour lutter contre le terrorisme? Puisque l'argent que l'État togolais débloque, c'est l'argent que le peuple togolais va rembourser. Parce que c'est des prêts qui prennent auprès de la Banque mondiale, auprès du FMI, de ces usuriers qui en prennent le contrôle du pays. Donc, les militaires se font massacrer pour défendre l'intégrité de leur pays. Ils sont sous-équipés, ils ne sont pas intégrés au fichier national de l'armée, ils n'ont pas de carte militaire, ils ne touchent pas leurs primes, leur famille, quand ils meurent au combat, on ignore leur famille, ils ne reçoivent pas d'honneur quand ils tombent. Donc pendant ce temps, la dynastie Eyadema Fort, Nyasingbe et ses apôtres profitent pour jouir des avantages et des privilèges de l'usurpation du pouvoir que la France leur donne. Parce que le problème, il est là aussi. Les partis politiques au Togo ont peur de dénoncer la France, ont peur de tacler le néocolonialisme, l'impérialisme de la France, et parce que sans la France, la dynastie ne va pas se maintenir. Si les Togolais subissent, c'est parce que c'est la France qui est le commanditaire. Alors des fois, il faut savoir, est-ce qu'on combat le commanditaire ou on combat seulement le petit le petit élève qui n'a pas de truc? Mais là, les partis politiques ont peur parce qu'ils espèrent tous demain devenir président ou prendre le pouvoir au Togo avec l'aide de la... Donc surtout, ils ne veulent pas dénoncer
et aller en profondeur. Mais on ne peut pas régler un problème si on a peur de dire les choses, si on identifie mal, on signe mal les vraies problématiques liées au terrorisme dans la région. Et donc, ce qui se passe au Togo doit interpeller les populations. La jeunesse togolaise, au lieu que cette jeunesse passe leur temps sur les réseaux sociaux, à danser sur TikTok, à s'endormir, parce qu'on inonde le pays d'activités, comment dire, pour les divertir, on ramène des artistes pour les endormir, faut que cette jeunesse puisse se réveiller, parce que c'est leur terre. Et je dis, c'est votre pays. Doué, si vous ne défendez pas votre pays, personne ne viendra défendre votre pays à votre place. Il n'existe pas de libérateur. Vous êtes tous des libérateurs. Levez-vous, défendez votre pays, sinon demain, le Togo n'existera plus et vos enfants redeviendront des esclaves enchaînés sur leur propre terre. Merci à vous, Béanzin. Alors, Général Issa Diawara, je vous retrouve quand même, c'est un mutisme qui est quand même assez cruel pour le Togo quand on sait quand même que le terrorisme est en train finalement de s'étaler dans tout le Sahel aujourd'hui. Par contre, du côté du Togo, parti de l'opposition, si on retire en tout cas le MPL qui nous rassure qu'il a en son temps dénoncé cela, les autres formations de l'opposition n'en parlent finalement pas et on attend finalement de voir que la situation s'enlise et que les populations comptent toujours continuer à payer le lourd tribut peut-être pour commencer à chercher finalement les voies et moyens. Comment expliquer finalement cette attitude de la part de nos États, Général Issa Diawara? Permettez-moi de saluer la brève intervention de mon frère Ebouchi Béanzin à l'instant. Et permettez-moi, avant de répondre à votre question, de donner une information. Parce que nous sommes dans la guerre de communication. Macron et ses laquais, ses valets, ont décidé de nous faire cette guerre de communication. Sur deux points. Le premier point, d'abord, en ce qui concerne les Karachi mercenaires. Sans doute que demain, peut-être, on va revenir là-dessus. Mais je rassure tous les panafricains que personne n'a été libéré. C'est de l'intox, c'est de la désinformation. Le procès suit son cours. Et tous les panafricains, vous avez demandé à ce que les autorités du Mali jugent ces mercenaires. C'est le jugement qui est en cours, c'est le procès qui est en cours. Si les valets, les moutons de Ouattara, ces chiens méchants, commencent à aboyer, vous cédez tout de suite, vous dites oui. Assimi, nous avons fait ça, mais quelle est votre part dans la guerre de communication? Qui a la preuve que qui a été libéré? Mais resserrez la ceinture là, il faut vous réveiller. Il ne faut pas céder comme ça la première information. Non, c'est pas comme ça. Le procès est en cours et demain l'audience va continuer. Deux personnes ont été libérées. Ça, c'est pour affirmer ces points. Le second point, avant de répondre à votre question, vous savez, à ce qui concerne, j'étais dans une logique. J'expliquais, je suis parti du contexte général vers un contexte particulier. C'est quoi les liens entre, c'est quoi la France-Afrique? C'est quoi les liens de la France? C'est pourquoi au Togo aujourd'hui, on voit les gens vont s'accuser. L'armée est faible, non, le ministre de la Défense n'est pas bon, je ne sais pas qui, le chef d'état-major, il faut changer chef d'état-major particulier, mais il n'y a pas une armée. Dans l'empire colonial français, il n'y a que la métropole qui a une armée. C'est-à-dire quoi? L'armée française, elle seule. Mais tous les autres pays là sont désarmés. Le Sénégal a une rébellion au niveau des Casamas, les hommes de Salim Sadio. Plus de combien de décennies? Toute une armée sénégalaise ne parvient pas à les vaincre. Au niveau du Mali, nous on a passé combien de temps avec ces gens-là au nord du Mali? La seule fois qu'on avait une armée véritable, c'était au temps de Modibo Keïta, où on avait une armée qui pouvait rivaliser avec les armées européennes. Et il n'y avait plus ces rebelles, ça n'existait pas. Mais dès qu'on l'a renversé, on nous a désarmés. Vous allez partir où? Au Burkina, où les rebelles occupent comme des territoires, ou partout dans tous ces pays, vous avez des bases militaires françaises. On va se mettre à accuser les militaires togolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont des drones de combat? Ils ont combien de chars? Ils ont combien de radars? Ils ont combien de systèmes de défense antiaérienne? Pourquoi le président n'a pas travaillé à armer son pays? Voici des problématiques. S'il faut s'apprendre à quelqu'un là, c'est le président. Pourquoi il a accepté volontairement? On
on va essayer de rester avec vous si cela pourrait se rétablir dans les courts moments qui suivent. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes encore en repérage avec nous, vu que vous pointez un doigt accusateur sur eh bien, les politiques de nos gouvernements et plus particulièrement sur le fait que eh bien, le gouvernement togolais n'a pas pris beaucoup plus de risques pour équiper justement son armée jusqu'à ce jour. Allez-y, Issa Diawara. Votre micro. Il n'y a qu'un seul responsable, c'est le président. C'est lui qui nomme le premier ministre, c'est lui qui fait nommer toute la hiérarchie militaire. Et d'ailleurs, il faut l'accuser, le président. Parce qu'au Togo, nous avons une armée qui est tribale. C'est-à-dire quoi? Une armée constituée de plus à 90% de l'ethnie du président. Constituée à plus de 90% de l'ethnie du président. Parce que le président, lui, il est cambien. Mais les Sud est presque exclu de l'armée. On appelle ça une armée nationale. En plus, c'est une armée qui est désarmée. Et ensuite, il faudrait voir la stratégie de l'armée togolaise. C'est-à-dire quoi? Passer les massacres sous silence. Pendant que les terroristes sont en train de massacrer, le pouvoir en place ne veut pas communiquer dessus. Et le pouvoir en place est prêt à arrêter quiconque tente de communiquer dessus. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Non, c'est pas comme ça. La stratégie de communication est très nulle. Il ne faut pas intimider tes citoyens, tes concitoyens. Il faut intimider les terroristes, les garçons. Où est le problème? Mais ce ne sont pas des Togolais qui sont l'idée qu'il faut prendre la chasse. Ça ne fonctionne pas comme... Allez, là, j'ai l'impression que l'on ne pourra pas vous suivre jusqu'à la fin. Général, votre micro, je vous en prie, activez votre micro. Profitez. Allô, vous me suivez? Absolument, nous vous écoutons. Merci bien. Je vais profiter pour vous donner une information. Vous savez, les terroristes, quand ils débarquent dans un pays, ça c'est gratuit, hein? Dites au service de renseignement togolais de travail avec. Quand ils débarquent dans un pays, qu'est-ce qu'ils font? Et pour recruter localement, parce qu'ils n'amènent pas suffisamment. Alors là, plusieurs interférences. Un problème de... Des appels entrants qui interfèrent généralement sur qui interfèrent sur la liaison avec notre ami général Issa Diawara. Je crois qu'on va retourner avec vous, professeur Adiak Mabo, vu qu'on a suivi effectivement beaucoup de contributions assez enrichissantes sur l'état des lieux, mais surtout de la contribution de la vision politique du président Faure Gnassingbé pour équiper finalement l'armée togolaise. Je ne sais pas si on va retrouver Issa Diawara, vu que c'était sa dernière prise de parole avant de nous libérer. Diawara, est-ce que vous pouvez aller rapidement pour vous permettre de sortir rapidement autour de votre analyse avant que de prendre notre invité? Je vous en prie. Effectivement, je sors rapidement. Je disais que quand les terroristes débarquent, ils ont besoin de recruter localement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tuer les chefs de village ou les chefs religieux. Parce que derrière eux, il y a tout un monde. En tuant les chefs de village, ils vont intimider les autres chefs de village. Ils ont besoin de tuer 5 à 10 chefs de village ou 5 à 10 chefs leaders coutumiers ou des chefs religieux. Donc des gens qui ont du monde derrière eux. Et quand ils vont tuer deux chefs de village, 3 chefs de village, les autres chefs de village vont faire. Et ils vont dorénavant collaborer avec eux. Ils vont les aider à recruter localement. Donc c'est ce qui va se passer au niveau du Togo. Malheureusement, ce n'est pas notre souhait, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et quand l'armée opte, quand le gouvernement opte pour passer sous silence, et ce massacre-là, c'est très dommage, parce qu'ils sont en train de contribuer au recrutement des terroristes. Ils vont recruter des Togolais qui connaissent les territoires togolais pour combattre au Togo. Et finalement, il faut se demander. Et nous savons tous que derrière cette stratégie des terroristes, il y a les services secrets français. Et nous savons tous que derrière le pouvoir togolais, il y a les services secrets français. Dans ce cas, il y a quel accord? Le pouvoir togolais est-il en accord que lui, en tout cas sa famille, ses intérêts seront protégés et que bien sûr on peut faire semblant et de semer le chaos au Togo pour justifier l'implantation des bases militaires françaises au niveau du Togo? Et c'est ça la problématique. C'est ça la question, c'est ça l'interrogation.
Je ne comprends pas. Comment vous pouvez continuer? Personne, le pouvoir togolais, doit prendre le courage de venir vérifier. Le Mali accuse la France d'être derrière ces terroristes. Le Burkina n'en fait pas moins. Aidez-nous à avoir les éléments. Nous voulons en savoir davantage. Mais tout le monde fuit cette vérité comme un enfant qui ne veut pas entendre peut-être sa mère en train de peinter. C'est ça? Tout le monde fait semblant. On fait semblant de ne pas attendre. Or, tout le monde entend bien. On fait semblant de ne pas savoir. Or, tout le monde sait que c'est la France qui est derrière les touristes. Or, tout le monde aussi sait que le pouvoir togolais aujourd'hui est géré par les services secrets français. La dernière preuve, c'est cet attentat au niveau de la Centrafrique. Alors, on roule pour qui? Pour le peuple togolais ou on roule pour la France? La France, en tout cas, ses ambitions sont claires. C'est avoir une base militaire dans ce qu'elle appelle ancienne colonie française. Au moins une base militaire. La France veut transférer ses bases de l'Europe au niveau de l'Afrique. Parce que l'Europe, il y a l'OTAN. On ne peut pas s'attaquer au territoire français. Il y a l'article 5 de l'OTAN qui doit couvrir le territoire français. Il y a les autres pays de l'OTAN qui doivent intervenir. Donc pour la France, c'est l'opportunité, c'est l'occasion de se déployer dans ces anciennes colonies et d'empêcher ce qu'elle appelle la Russie, d'empêcher la Chine, d'empêcher la Turquie de venir commercialiser avec les Africains. Parce que les Africains, ce sont ses enfants, selon la France, ce sont ses enfants, ce sont ses petits-enfants, ce sont ses fabrications. Lui, il est le seul à avoir le droit, en tout cas, de vie et de mort, le contrôle du marché, et en tout cas, le monopole de tout en Afrique, et la diplomatie africaine contrôler ces pays africains, et que nul ne doit l'échapper. Nous sommes comme une chose pour la France. C'est la chosification des sociétés africaines, des pays africains. Voici, la vérité est en partie dite, comprendra qui pourra. En terminant, je vais vraiment saluer un ami, Hervé Didier, bien sûr, et son président, Guillaume Bly, et je vous salue, M. Fabrice. Merci infiniment, vous, Général Issa Diawara. Toujours est-il que si l'on ne se revoit pas sur ces antennes, recevez pour cette invitation et je... Recevez nos voeux de meilleure année 2023. Alors, professeur Adiat Mabo, nous sommes rapidement en train de sortir. Le gouvernement de votre pays croit donc dur comme fer qu'il s'agit d'un véritable remaniement pour essayer de régler cette question sécuritaire, et nous avons apporté des limites par rapport à ces décisions prises par le gouvernement de Faure Gnassingbé. Que doit faire dans les jours à venir pour essayer à la juste mesure, à la juste valeur, non seulement de pouvoir concilier cette armée qui est visiblement divisée entre ceux qui appartiennent au clan Gnassingbé, qui ont visiblement tous les privilèges, et l'autre qui ne semble pas profiter d'un certain nombre d'équipements à juste titre. Comment faire donc pour concilier tout cela et permettre effectivement à votre pays de pouvoir faire face à cette menace qui est loin d'être une menace ex nihilo? Oui, c'est vrai. Et il y a le chef d'État fait face à plusieurs problèmes à résoudre pour gagner cette lutte contre le terrorisme. Et il y a d'abord la lutte sur le terrain extérieur, sur le financement et le soutien logistique des terroristes. Et il y a le problème de la gestion de la corruption dans l'armée togolaise. Et puis, il y a le problème du népotisme, je dirais, originel de l'armée togolaise, qui a toujours été conçue dès le départ comme, je dirais, une garde républicaine formée par les plus proches du président. Donc, l'armée togolaise n'a rien encore de républicain. Donc, il y a plusieurs problèmes que le chef d'État est condamné à résoudre. Si le chef d'État ne résout pas ces trois problèmes, eh bien, il est condamné à échouer et être balayé par victoire. Bon, mais pour que le chef de l'État puisse vraiment s'attaquer à tous ces problèmes qui se posent à l'armée, eh bien, il faut que à la fois les acteurs de la vie politique et de la vie civile se fassent entendre. Et
c'est bien que M. Béanzin, depuis quelques mois, rappelle les problèmes, notamment de logistique, que rencontrent les militaires togolais. Mais nous voyons que c'est depuis le mois de mai que le MPL tire à sonner d'alarme pour qu'il y ait officiellement une enquête sur le financement et le soutien logistique. Et depuis le mois de mai, donc bien avant que M. Béanzin ne sorte ces éléments de preuve sur le financement et la logistique dont bénéficient les terroristes. Voyez, et nous avons dit cela, peut-être que nous aurions dû tirer la sonnette d'alarme avec encore plus d'énergie. Mais en tout cas, nous avons fait notre part en tant que responsable politique pour tirer la sonnette d'alarme. Et je pense que les acteurs de la société civile comme du milieu politique doivent unir leurs efforts pour que ce qu'ils dénoncent soit par la force des choses entendu par et les décideurs politiques, et notamment au lendemain de ce remaniement. Je crois que c'est le moment pour les acteurs de la vie politique et de la vie civile togolaise de mieux faire entendre leurs doléances concernant la gestion sérieuse de la lutte contre le terrorisme au Togo. Mais pour vous donner une idée des termes vigoureux avec lesquels nous avons tiré la sonnette d'alarme, je vous lis le dernier paragraphe du communiqué publié par le MPL le 16 juillet, et donc c'est le lendemain des plus grands massacres qu'il y a eu. Il y a eu près de 50 personnes dans les localités du Pendal et qui ont été égorgées. Donc, nous n'avons pas mâché nos mots, nous avons dit, voilà, que les traditions vénérables de chez nous veulent que lorsque le malheur fatal frappe un ou plusieurs membres d'une famille, toute la famille porte le deuil, interrompt ces festivités en cours et reporte celles prévues à une date trop proche de la date de malheur. Conformément à son slogan, le Togo, un seul peuple, une seule famille, le MPL attend ardemment et impatiemment du gouvernement togolais qu'il décrète au moins un jour de deuil pour toutes les victimes de la guerre du terrorisme et islamiste contre le Togo, à défaut d'avoir suspendu à temps les festivités en marche des Evala, pour lesquelles il a mobilisé près de 7000 hommes des forces de sécurité, dont l'affectation au front de la guerre contre le terrorisme islamiste au Togo, dans la région des Savanes, aurait sûrement évité les malheurs qui viennent d'endeuiller la famille du Togo. Cette affectation s'impose de manière d'autant plus impérieuse que le décret d'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes du gouvernement togolais en date du 13 juin 2022 ne précise aucun moyen militaire en hommes et en budget pour donner de la crédibilité à ce décret. Il est urgent et vital pour la sécurité de tous les Togolais que le gouvernement togolais comble enfin par les actes et non les déclarations orales ou écrites les lacunes volontaires ou non de ce décret. Voilà. Donc, c'était depuis le 16 juillet. C'est-à-dire que, eh bien, la leçon que nous tirons, c'est que nous devons continuer à crier fort et à dénoncer l'incompétence du gouvernement dans la gestion et de ce dossier de la lutte contre le terrorisme au Togo. Mais, vous avez entendu, nous avons fait notre part. Nous devons continuer à nous battre pour et nous faire entendre sur ce dossier. Professeur Adiak Mabo, président fondateur du mouvement du peuple pour la liberté, c'est une formation de l'opposition du côté du Togo. On espère vous avoir certainement dans nos prochaines éditions sur d'autres faits d'actualité liés à la vie politique de votre pays. Alors, Béanzin Ngouti, nous sortons rapidement avec vous, certainement en une minute. Que doit-on finalement retenir sur ce fait d'actualité lié donc au Togo? Alors, moi, pour sortir
Oui, alors c'est bon. Nous vous écoutons bien. Oui, donc je dis pour sortir de l'émission que nous venons de faire, je pense que déjà il faut que Monsieur Faure Gnassingbé puisse libérer la plupart, la totalité, voire la quasi-totalité des prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons au Togo, tout simplement parce qu'ils ont eu le malheur d'exprimer leur position politique qui va contre la politique que mène le régime. Parce que dans la lutte contre le terrorisme, il faut tout le monde, il faut l'ensemble du peuple togolais. Voilà, il faut être unis. Je sais que malheureusement, nos États sont des États ethniques, mais on peut devenir des États-nations. Et face à des drames comme ça qui touchent nos pays, c'est peut-être le moment pour que nos pays, nos peuples puissent se dire, ah, avec ces attaques, ces drames, on peut devenir un État-nation uni, ensemble, tout est possible. Parce que si ce n'est pas le cas, le pays va perdre. Et nous avons vu ce que ça a donné au Mali, la division au sein des populations, avant que le camarade Assimi Goïta n'arrive à être du pays. Et je dirais aussi au gouvernement togolais des opérations militaires conjointes entre les pays touchés limitrophes comme le Burkina Faso, le Mali, le Bénin doivent parfois aussi être requises, à l'instar des opérations des forces d'occupation françaises comme Barkhane, etc., et de l'armée française qui sont dans ces pays. Il faut malheureusement aussi le mettre en place parce que n'oublions pas que c'est ces forces d'occupation qui sont sur nos terres illégales, qui renseignent, qui arment et qui entraînent les groupes terroristes. Al-Qaïda a été créé par la CIA, les groupes terroristes écument le Sahel, créés par la DGSE, et financés, aidés par la DGSE, par les services français. Donc il faut également miser aussi sur une coopération en matière de renseignement, qui est également essentielle. Le renseignement au Togo ne va pas seulement permettre au gouvernement de et les populations et de terroriser les populations. Mais elle doit plutôt servir à déjouer les attaques. Et quand vous regardez bien, on n'a jamais entendu que les pays africains qui sont touchés par le terrorisme intérieurs ont déjoué une attaque terroriste contre les populations. C'est comme si finalement nos pays, nos populations sont habitués finalement à ces massacres, à ces drames qui touche et qu'on est tellement habitué au terrain qu'on pense que c'est quelque chose de normal. Non, ce n'est pas normal. Et surtout, je dirais au gouvernement togolais de sortir de ce paradigme français occidental qui parle de djihadisme, islamisme, islamiste, etc. Je suis désolé, ces personnes qui tuent au Sahel, au Togo, ne font pas du djihad, pas des islamistes. Ce sont des armés managés par les services de renseignement. La preuve qu'entre eux-mêmes, ils s'entretuent. Alors si ce sont des gens qui sont là pour faire du djihad, qui sont là pour faire de l'islamisation, comment se fait-il qu'ils tuent des gens? Parce que les premières victimes de ces attaques terroristes sont des musulmans. Vous voyez qu'ils n'ont rien de musulmans ni d'islamistes. Parce que quand vous les prenez, on voit clairement que ce sont des gens qui font ces attaques parce que il y a ce qu'on appelle la finance. C'est pas du terrorisme pour faire du terrorisme, mais derrière, ça rapporte énormément d'argent. Les trafics d'armes, les trafics des animaux, les trafics d'essence, les trafics d'or dans cette région, et surtout les multinationales terroristes pour s'en prendre aux populations, pour faire fuir les populations, pour qu'ils puissent exploiter tout seul. On a vu comment ça s'est passé au Togo pour exploiter le phosphate au nord du pays. La technique qui a été utilisée, on regarde quasiment la même technique qui est utilisée en ce moment. Donc il faut que les populations et le gouvernement comprennent que la lutte contre le terrorisme ne se fait pas seulement par des hommes mal équipés sur le terrain, mais il faut par la justice sociale, l'éducation, le patriotisme, inculquer le patriotisme, l'amour de la patrie aux populations. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vaincre, si je puisse le dire comme ça, le terrorisme.
Merci à vous, Béanzo Ngouti, pour ces nombreuses contributions combien importantes pour l'édification, en tout cas, de nos téléspectateurs sur ce fait d'actualité, donc lié, on le rappelle, effectivement, à ce remaniement ministériel qui a particulièrement touché le domaine de la défense du côté du Togo, avec désormais comme directive, en tout cas comme décision finale, la présidente du Togo qui va piloter, eh bien, himself, donc, eh bien, le département lié à la défense et à la sécurité du côté du Togo. Bien, merci à vous, professeur Adiak Mabo, général Issa Diawara, pour votre présence ô combien utile à cette édition. On se retrouve demain certainement pour une nouvelle édition de l'année 2022, mais surtout de cette semaine. Très bonne suite des programmes sur Afrique Média. Je vous retrouve lorsqu'il sera 21h30 sur une édition spéciale sport football, justement dédiée au CHAN à venir du côté de l'Algérie. Très bonne suite des programmes sur Afrique Média.